Malartic est une ville minière du Québec située dans la municipalité régionale du comté de la Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue. La découverte d'un gisement aurifère en 1935 par Canadian Malartic Gold Mines a provoqué la ruée vers l'or. En 1965, l'exploitation minière souterraine a pris fin. C'est en 2005 que la compagnie Osisko Exploration a démarré l'exploration de la mine aurifère et a obtenu en 2009 l'accord d'exploitation du site minier par le Québec. La compagnie Osisko Exploration a exploité la mine jusqu'en 2014, année où Mines & Nico Eagle Limited et Yamana Gold Inc. l'ont acquise. La mine canadienne Malartic est la plus grande mine d'or à ciel ouvert du Canada. Notamment, elle s'étend sur 2 km de longueur et entraînerait des retombées fiscales de 1,5 milliard de dollars. Le gouvernement du Québec doit prochainement se prononcer sur le projet d'agrandissement de la mine qui prolongerait la durée de l'exploitation jusqu'en 2028. L'un des principaux impacts qu'aura ce projet est le détournement de la route 117 transcanadienne à l'entrée est de la ville de Malartic. Cette déviation aurait principalement pour conséquence de toucher au territoire des communautés algonquines d'Abitibi-Wini, plus précisément les Assiniminabeg d'Abitibi-Wini, du Lac-Simon et de Longpoint. Ces communautés autochtones considèrent qu'elles n'ont pas suffisamment été prises en compte et consultées par les autorités et le promoteur. En effet, elles revendiquent une reconnaissance de leur statut qui les amènerait par conséquent à la participation des discussions dans le cadre du choix de compensation des milieux humides qui seraient détruits, ainsi qu'à l'établissement d'une entente avec le promoteur concernant les avantages et inconvénients de la réalisation du projet afin de pouvoir profiter des retombées économiques et sociales. C'est pourquoi nous avons étudié la question concernant le devoir de consultation des peuples autochtones en matière de développement minier sur des terres ancestrales en se penchant plus précisément sur l'exemple de la mine de Malartic. Afin de bien comprendre comment le devoir de consultation du gouvernement des communautés autochtones peut être affecté par le système minier québécois, il est important de s'intéresser dans un premier temps aux mécanismes mis en place par la loi sur les mines concernant la délivrance des permis et titres dans le cadre d'une exploitation minière. Tout d'abord, avant toute activité d'exploration et d'exploitation, une entreprise doit obtenir un permis de prospection délivré par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Puis, le claim ou encore le permis de recherche peut être obtenu soit par jalonnement, soit par désignation sur carte. L'obtention d'un claim permet au titulaire d'accéder au terrain pour tout travail d'exploration et pour rechercher des substances minérales. Lorsque le titulaire souhaite procéder à l'exploitation des substances minérales, il doit avoir conclu préalablement avec le ministre un bail minier ou une concession minière. La conclusion du bail minier est conditionnée à l'approbation préalable du plan de réaménagement et de restauration minière ainsi que la délivrance du certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Concernant l'agrandissement de la mine de Malartic, un BAP, soit un bureau d'audience publique sur l'environnement, a été effectué en octobre 2016. Le BAP a pour rôle principal d'enquêter sur les questions relatives à la qualité de l'environnement. Après avoir effectué des audiences publiques, le BAP transmet son rapport au ministre, lequel soumet ensuite le dossier au gouvernement qui prend une décision finale, soit d'autoriser le projet, de le modifier ou de l'interdire. En ce qui concerne l'agrandissement de la mine de Malartic, le BAP estime qu'il s'agit d'un projet acceptable, sous réserve de modifications substantielles devant être apportées au préalable à l'exploitation de la mine. Toutefois, une décision finale reste encore à être rendue par le gouvernement. Il convient désormais de démontrer sur quelle base juridique reposent les principales revendications autochtones dans le cadre du projet d'agrandissement de la mine de Malartic. Il est donc primordial de déterminer de manière synthétique quels sont les droits des communautés autochtones, ainsi que l'obligation de consultation et d'accommodement envers les Premières Nations qui incombent à la couronne. Les droits autochtones existants sont issus soit des droits ancestraux, soit de traités. Ces droits ancestraux se rattachent à des activités qui consistent en un élément d'une coutume, d'une pratique ou d'une tradition. Le titre autochtone constitue une catégorie de droit ancestral qui se rapproche du titre de propriété et permet d'occuper un territoire et d'en utiliser les ressources naturelles de façon exclusive. Les transactions effectuées entre les peuples autochtones et la couronne à l'égard des droits ancestraux prennent la forme de traités servant à confirmer ou à réglementer ces droits préexistants tout en leur assurant une protection additionnelle. Ces droits autochtones sont reconnus par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 et bénéficient donc de la protection constitutionnelle, mais ne sont toutefois pas absolus puisque la couronne a la possibilité d'y porter atteinte dans la mesure où elle peut justifier son action en démontrant qu'elle a agi de manière à véritablement tenir compte de l'existence des droits ancestraux.
Il importe d'analyser ce devoir de consultation et d'accommodement au regard de l'évolution de la jurisprudence, lequel s'applique aux communautés autochtones situées au sud du Québec et par conséquent à la problématique vécue par les Autochtones dans le cadre du projet d'agrandissement de la mine de Malartic. Ce devoir de consultation et d'accommodement a d'abord été reconnu par la Cour suprême du Canada dans des arrêts consécutifs de 2004, soit Nation Haida et Taku River contre la Colombie-Britannique. La Cour a également établi que la Couronne avait désormais l'obligation de consulter les communautés autochtones et de prendre en considération leurs préoccupations avant même qu'elles aient établi l'existence de leurs titres sur des terres, ainsi que leurs droits ancestraux, c'est-à-dire dès que la Couronne a connaissance de l'existence potentielle du droit ou du titre ancestral revendiqué et qu'elle envisage des mesures susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur celui-ci. Les éléments déclencheurs de l'obligation de consulter et d'accommoder ont été précisés dans l'affaire Rio Tinto Alcan contre Conseil tribal Carrier en 2010. D'abord, la Couronne doit avoir connaissance d'une revendication des communautés autochtones visant les ressources ou la terre qui s'y rattache. À ce titre, le Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg de la région de Malartic a fait état des droits algonquins dans un mémoire présenté à l'Assemblée nationale, ce qui ne laisse aucun doute sur la connaissance de la Couronne à cet effet. Cet arrêt a également précisé que l'obligation de consultation et d'accommodement doit être satisfaite avant que des effets préjudiciables soient susceptibles de se produire pour les communautés autochtones. Ajoutons que l'arrêt Taku River nous enseigne que le gouvernement peut s'acquitter de son devoir de consultation par un processus d'examen environnemental du projet sous réserve du respect de certaines conditions. Toutefois, au Québec, il semblerait que la loi sur la qualité de l'environnement ne rencontre pas, pour le moment, ces critères sur la façon dont le gouvernement doit s'acquitter de son obligation de consultation. En premier lieu, l'article 6.2 de la loi sur la qualité de l'environnement prévoit, pour son application à la partie sud du Québec, que le BAP est composé d'au plus 5 membres nommés pour 5 ans. Ainsi, des représentants de la communauté autochtone touchés par un projet étudié ne peuvent siéger à titre de membres du bureau, vu, entre autres, la faible mobilité des membres. Afin de combler cette lacune, peut-être faudrait-il prendre exemple sur la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui prévoit que les membres qui siègent sur la commission d'évaluation environnementale sont choisis pour chacun des projets évalués. De cette façon, la représentativité des peuples autochtones, ainsi que le devoir du gouvernement de les consulter, pourrait certainement être mieux respecté. Dans l'exemple de la mine de Malartic, le Conseil de la Première Nation d'Abitibi-Wini avait d'ailleurs demandé à être consulté et impliqué officiellement au sein du comité d'examen chargé d'évaluer le projet, ce qui ne semble pas avoir été le cas au final. Par ailleurs, la loi ne permet pas à l'heure actuelle d'obliger le BAP à tenir compte de manière particulière des préoccupations des peuples autochtones lors du processus d'examen, ni d'effectuer une analyse en profondeur de tels enjeux. Ainsi, par exemple, le BAP n'a pas nécessairement à se pencher sur l'existence du droit revendiqué par les Premières Nations sur un territoire donné. On peut à cet effet constater que, dans le rapport du BAP d'octobre 2016, quant au projet d'agrandissement de la mine de Malartic, les explications quant aux revendications autochtones tiennent en quelques lignes seulement, sans qu'une analyse précise y soit effectuée. Il convient maintenant d'aborder l'analyse de l'obligation d'accommodement de la Couronne. La Cour suprême du Canada a déterminé que cette obligation survient si, à la suite de la consultation avec les communautés autochtones, il apparaît que la Couronne doit modifier son projet. Les communautés autochtones n'ont pas de droit de veto, mais les intérêts des deux parties doivent être conciliés au moyen de concessions mutuelles sans qu'il y ait obligation de parvenir à un accord. L'obligation de consulter et d'accommoder incombe d'abord à la Couronne et elle demeure la seule responsable légalement des manquements à cette obligation. Elle détient toutefois le pouvoir de déléguer certains aspects procéduraux de la consultation à des tiers, comme des promoteurs de projets de développement, dans le cadre de procédures d'évaluation environnementale notamment. D'ailleurs, des négociations sont toujours en cours entre les communautés autochtones de Malartic et la canadienne Malartic quant aux mesures de compensation dont elles pourraient bénéficier. Les communautés rappellent à cet effet qu'elles n'ont jamais consenti à l'implantation de la mine et qu'elles détiennent des droits ancestraux sur ce territoire depuis des milliers d'années. Une autre décision importante en lien avec la problématique qui nous intéresse est celle de la Cour d'appel du Yukon dans l'affaire Rose River Dina Council de 2012, laquelle qui pourrait avoir des répercussions partout au Canada, dont au Québec. La Cour y a décrété que l'obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones s'appliquait au régime minier d'approbation unilatérale du territoire au moyen de claims, comme celui de la loi sur les mines du Québec.
Ainsi, elle a déterminé que le simple fait de fournir un avis des claims inscrits aux communautés visées n'était pas nécessairement suffisant pour permettre au gouvernement de s'acquitter de son obligation de consultation. Mentionnant que des dispositions de la loi sur les mines prévoient que celle-ci doit s'interpréter de manière compatible avec l'obligation de consulter les communautés autochtones et que les droits et intérêts de ces communautés doivent être pris en compte dans la conciliation d'une activité minière avec les autres possibilités d'utilisation du territoire. Toutefois, la loi reste silencieuse sur des moyens concrets devant être pris en compte afin de respecter l'obligation de consultation du gouvernement. Ainsi, un titre d'exploration pourrait être émis par le gouvernement à une entreprise sur un territoire de revendication ancestrale, et ce, sans que les communautés autochtones concernées ne soient préalablement consultées. C'est alors que des effets préjudiciables pour les communautés autochtones sont susceptibles de se produire. Puisque la loi n'oblige pas le gouvernement à consulter au préalable les communautés autochtones avant qu'une entreprise acquiert des droits miniers sur une parcelle de terre de revendication ancestrale, plusieurs juristes, en se prononçant sur la situation ayant cours à Malartic, avancent que la loi sur les mines, si jamais elle était contestée par les Premières Nations devant les tribunaux, pourrait ne pas passer le test de la Constitution. Pour terminer, afin de concilier les droits autochtones avec le régime minier québécois, la loi sur les mines doit nécessairement être modifiée. À cet effet, avant de consulter les Premières Nations, peut-être serait-il pertinent de soustraire de la carte les parcelles de terre qui sont susceptibles d'être grevées d'un titre ancestral, et ce, pendant toute la durée de consultation du gouvernement avec les communautés autochtones. Une fois cette consultation terminée et un accord avec ces communautés autochtones obtenu, les parcelles de terre en question pourraient alors faire l'objet, de nouveau, de la délivrance d'un titre. Dans la situation de Malartic, cette solution aurait pu permettre de consulter directement et en amont les Premières Nations sur les territoires revendiqués, alors qu'au contraire, ce sont les communautés autochtones de Malartic qui ont dû faire des efforts considérables pour se faire entendre par le gouvernement tout au long du processus d'évaluation environnementale.